Salut. Bonjour, c'est déjà le deuxième épisode de Lever les yeux de son livre. Et aujourd'hui, on reçoit Baudouin pour nous parler de Martin Eden de Jack London. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce livre en quelques mots, avec tes mots à toi? Présenter le livre. Alors, Martin Eden, c'est une sorte d'autobiographie. On dirait une autobiographie, je pense qu'on peut appeler ça romancée. C'est écrit dans la 4e de couverture, mais c'est aussi parce que c'est vraiment ça. Beaucoup de gens ont pensé que c'était l'histoire de Jack London, la vraie histoire. Sauf que il a modifié beaucoup de choses, et en fait, il y a une sorte de critique de son personnage aussi dedans. On va pas rentrer tout de suite dans les détails, mais donc c'est l'histoire de la jeunesse et du succès de Jack London. Donc d'un jeune Martin Eden qui est un jeune marin. Je raconte un peu l'histoire maintenant ou non? Oui. Martin Eden qui est un marin plus ou moins analphabète, mais qui a une vraie pulsion de vie, une vraie envie de découvrir des choses, de voir des choses, et il tombe amoureux d'une jeune fille très bourgeoise, très bien élevée, qui a été à l'université. Alors l'université, c'est vraiment tout ce que Jack London a un peu fui dans sa vie. Il a jamais voulu mettre les pieds dans une fac. Et donc Martin Eden découvre un peu cet univers-là, des livres, de la science, du savoir. Et par amour pour cette jeune fille, c'est vraiment par amour et en même temps par un... C'est assez ambivalent parce que c'est à la fois pour plaire à cette fille et à la fois par goût personnel. Il décide de se mettre à l'apprentissage de toute cette science des livres qu'il ne connaît pas, donc découvrir la philosophie, les mathématiques, voilà, pour rentrer dans le cercle de cette jeune femme, pour devenir aussi une sorte de bourgeois. Donc il quitte son travail de marin, il s'enferme, il écrit et il décide de devenir écrivain. Et sauf que tout le monde se moque un peu de lui parce que ça reste un analphabète, ça reste un gros marin un peu voilà, un peu ses mains calleuses, un peu l'albatros qui sait pas trop, qui se dandine un peu toute la journée. Et d'ailleurs la première scène du livre, l'incipit comme on dit, décrit vraiment ça. C'est qu'il est dans la maison de la famille de Ruth Morse, donc la bourgeoise, et il sait pas trop comment se placer dans la maison, il renverse un peu tous les meubles. Et c'est un peu ça, c'est un peu celui qui cherche sa place aussi, Martin Eden, et donc qui veut écrire, sauf qu'il a l'impression qu'il faut coller à cet idéal bourgeois-là pour pouvoir être un écrivain, et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Et donc il va passer ses journées à écrire jusqu'à atteindre un jour le succès. Et en fait, une fois que le succès arrive, c'est une bulle qui éclate, parce que en fait, toute la force, toute la vie qu'il a mis dedans dans ce travail, c'est en fait peanut par rapport au succès qu'il a derrière. Et ensuite il découvre un peu toute l'hypocrisie des maisons d'édition, tout ce qu'on pourrait voir dans Les Illusions perdues par exemple, aussi, pour en citer un autre. Alors à quel âge et comment t'as découvert ce roman-là? Alors j'ai découvert ça au collège, parce que on devait lire un livre pendant les vacances de la Toussaint, je crois, et en 3e. Notre prof de français nous avait proposé plusieurs livres, et je pense qu'on travaillait sur l'autobiographie. À mon avis, il devait y avoir quelque chose comme ça. Et moi, j'avais pris Martin Eden, et j'ai adoré tout de suite. Boum, sorte de, je sais pas exactement ce que j'ai aimé dedans, parce que je l'ai relu récemment, et je pense que c'est pas du tout les mêmes approches que j'aurais aujourd'hui. Mais je pense que c'était plutôt l'esprit d'aventure que j'aimais, en tout cas au collège. Or aujourd'hui, parce qu'il y a toute une réflexion sur l'individualisme et le socialisme dans le livre aussi, que je pense que je n'avais pas du tout saisi à l'époque. Enfin, pour moi, c'était un peu du décorum. Et là, donc voilà, 3e collège. Et tu l'as lu juste pendant les vacances d'une traite? T'es tout de suite plongé dedans et puis tu l'as terminé ou... Ouais, je l'ai lu d'un coup, mais parce que à cette époque-là, j'aimais bien. Quand je commençais un livre, j'essayais de pas trop laisser de temps avant qu'il m'échappe, parce que sinon, j'avais envie de passer à autre chose voilà. Donc je l'ai bouffé d'une traite, et c'était bien parce que ça correspondait assez bien au personnage de Martin Eden qui donne toute sa force dans la lecture aussi. Et en fait, le fait de le lire une sorte de mise en abîme, de se mettre moi aussi. J'avais envie d'être comme lui, de bouffer des livres, et voilà. Donc c'est marrant, c'était un livre qui m'a donné envie de lire en fait. Oui, il y avait le côté envie de ressembler au personnage complètement. Qui dévore. Après, c'est parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien trouver dans la lecture. Un personnage qui me ressemble pas du tout au bout d'un moment, ou auquel j'ai pas envie de ressembler, je sais pas, ça me fatigue un peu, quoi. Du coup, il y a une part de projection et d'identification qui était forte. Complètement. Après, rien à voir dans
parce que il y a un côté très social. Je suis pas du tout un marin ni un enfant de marin, et c'est vraiment quelqu'un de très pauvre, très famille très inculte, donc une identification qui était plus sur l'énergie, la volonté de créer, de faire des choses, de se dépasser. Et puis sur les muscles aussi, parce qu'il est très musclé. Et moi, j'avais l'impression d'être très musclé au collège. J'étais un peu costaud, quoi. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose d'assez universel dans le roman, dans le sens où même si t'as pas eu à subir la même distance sociale par rapport au monde qui t'entourait, on a tous pu vivre ce moment où on est face à un milieu social plus élevé que le nôtre et où on ressent une gêne, une distance. Et cette dimension-là, elle t'a plutôt parlé ou c'est quelque chose que... Alors ça m'a parlé plus tard, quand j'ai été confronté à ce genre de situation-là. Parce que à l'époque, c'était pas quelque chose, c'est marrant, mais c'est pas quelque chose non plus que j'avais vu en premier dans ma première lecture. C'est effectivement quand Martin Eden est confronté à tout ce milieu très bourgeois de la famille de Ruth Morse, puisque justement il veut l'épouser à un moment, et donc il y a des fiançailles qui sont organisées, mais très rapidement la famille de Ruth comprend que c'est qu'un marin, que c'est aussi un agitateur politique, donc il est pas bien, qu'il va casser les choses, et lui il va aller jusqu'au bout pour essayer de correspondre à cette famille. Et en fait, il y a un moment où il se rend compte qu'il faut qu'il choisisse entre être quelqu'un, enfin être lui-même, ou juste être un pantin pour ce milieu-là. Et effectivement, c'est des choses que j'ai compris a posteriori, parce que je pense que de toute façon, c'est toujours quelque chose qu'on comprend après, quand on a essayé de coller à un milieu, quand on a essayé de ressembler à un milieu qui n'était pas le nôtre. Oui, il y a un peu ce truc-là, alors qui en France est plutôt relatif aux années 60, mais qui est le truc des transfuges de classe, où on va se retrouver à sortir d'un milieu, notamment Annie Ernaux est très dans ce truc-là, de sortir d'un milieu et d'adhérer à un autre. Et j'ai l'impression qu'avec Martin Eden, puisqu'il l'atteint, mais qu'il voit très vite la vanité de ce truc-là, c'est pas tant un transfuge de classe que plutôt quelque chose de l'ordre de, je sais pas, un syndrome d'Adam et Ève, où en fait, soudainement, il deviendrait conscient de sa classe, du fait qu'il est pauvre et qu'il y a des riches, et que du coup, il est dans une espèce de honte par rapport à ce qu'il a connu. Mais il est dans l'incapacité d'accéder à ce qui est au-dessus, puisque c'est juste pas son milieu, et que du coup il se retrouve dans un entre-deux qui est celui simplement intellectuel plus... Ouais. Oui, bien sûr, ouais, il y a l'entre-deux, mais je pense que ça, là-dessus, c'est là que c'est pas vraiment une autobiographie, et que c'est romancé, et c'est là qu'il y a une critique de Martin Eden par Jack London aussi, de son personnage. Martin Eden, il se retrouve un peu tout seul, aussi parce qu'il a quitté du coup tout son milieu social pour essayer d'en atteindre un autre, et il se rend compte que l'autre le rejette aussi. Donc il se retrouve entre les deux, mais c'est parce que, et là c'est vraiment la critique de London, c'est Martin Eden, c'est un individualiste. Il veut vraiment, il y a toute la théorie de Spencer sur l'évolution. Il veut être l'animal le plus fort et le seul, un peu nietzschéen, le surhumain. Et en fait, ça c'est ce que Jack London a refusé toute sa vie. Enfin, plus ou moins toute sa vie, jusqu'à... En fait, la solution pour London était dans le socialisme, et donc dans la communauté, dans le fait de se soutenir. Et Martin Eden, c'est celui qui veut être seul, et c'est là-dessus qu'il se perd aussi, je pense. Est-ce que tu as des souvenirs précis de moments de lecture, de certains lieux qui sont associés à cette lecture-là, ou c'est quelque chose qui est complètement étranger J'ai pas de souvenirs marquants. En y réfléchissant un peu, je peux retrouver, je pense, l'endroit où j'étais au moment de le lire. J'étais dans la maison de mes parents, du coup, au collège, dans une banlieue parisienne. Et a priori, j'étais sur mon lit, c'est quasiment sûr. Un meilleur endroit pour lire à l'époque. Ok, et du coup, par rapport au souvenir global de l'œuvre, est-ce que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre d'un souvenir diffus, l'impression d'une influence qui est un peu, pas quotidienne, mais qui revient assez souvent, ou est-ce que ça va être quelques éléments très nets qui vont faire écho à certains moments de ta vie ou... Ouais, je pense que c'est plus des flashs de temps en temps. J'ai pas l'impression d'être Martin Eden toute la journée. C'est pas un livre... Parce que je pense que dans les grands livres marquants, enfin là j'ai choisi Martin Eden, mais de cette époque-là, pour moi, il y avait aussi le Comte de Monte Cristo. Et pour le coup, le Comte de Monte Cristo, pendant des années, j'ai pensé pouvoir être le Comte de Monte Cristo, enfin, avec toutes ces histoires de vengeance, de se cacher derrière une autre personnalité que la sienne, de pouvoir jouer là-dessus. Martin Eden, c'est plus dans des moments justement où il faut un peu lutter, il faut se battre pour survivre. C'est plus par écho, par moment, des réminiscences de Martin Eden. Avant qu'on en vienne à l'extrait particulier, Martin Eden, ça fait partie de ces livres qui ont été adaptés. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Et est-ce que certaines images que tu avais déjà en tête ont été remplacées par le film, ou est-ce que ça a été une expérience différente ? Est-ce que ce sont des souvenirs différents ?
Alors c'est très intéressant comme question, je te remercie de me la poser. Non, vraiment, j'ai pas été perturbé, enfin j'ai beaucoup aimé le film, mais même si ça a cassé un certain nombre d'images que j'avais en tête, en fait le personnage principal, je l'imaginais beaucoup plus bourru qu'il n'est dans le film. Il y a eu une adaptation, c'est vraiment une adaptation, le film ça se passe pas du tout au même endroit, ça se passe en Italie. L'accent est vraiment mis sur le côté socialiste aussi, lutte, individualisme, socialisme. Forcément c'est un film, donc il y a moins de temps pour voir en fait toute la puissance de travail que va produire Martin Eden, tout son combat, parce que enfin, c'est beaucoup plus court. On n'est pas du tout sur la même temporalité. Il y a des ellipses. Et voilà, il y a des ellipses. Et je trouve ça moins violent. Le film est moins violent que le livre, dans le sens moins sanguin. Mais j'ai adoré le personnage principal, l'acteur du film. Et en fait, ça m'a donné un. Je trouve que c'est vraiment une adaptation au sens où c'est autre chose que le livre. Mais avec. Enfin, les deux, je peux continuer à lire d'un côté et voir le film de l'autre. Ça n'a pas gâché comme pourrait le faire d'autres adaptations de ratées dont on ne parlera pas ici. Est-ce que le film, pour continuer un peu dessus, il est venu réveiller, enfin perpétuer cette appréciation que tu avais de l'œuvre? Est-ce que c'est venu réveiller certains souvenirs que tu avais pu avoir de l'œuvre, ou est-ce que passé la séance, en fait, tu t'étais dit c'était un bon film, mais c'est resté deux trucs assez séparés? Alors non, ça a réveillé pas mal de choses parce que je l'avais un peu laissé, Martin Eden, je l'avais un peu laissé de côté. Le film est sorti il y a 2 ans à peu près, et ouais, un peu plus. Donc quoi, 2019, je pense. 2019, et moi j'ai lu le livre en 2010, je pense. Donc en gros, il y a eu 9-10 ans entre les deux, et je pense que j'avais un peu oublié Martin Eden, et ça m'est revenu, mais c'est ça qui était bon, mais ça a refait une sorte de piqûre de rappel. Du coup, ça m'amène à une autre question, c'est savoir est-ce que c'est un livre que tu as lu, même si tu as déjà apporté des éléments de réponse, est-ce que c'est un livre que tu as lu une fois et dont tu relis des passages de temps en temps, ou est-ce que c'est un livre que tu as envie de relire assez régulièrement? Alors, je suis pas très livre de chevet qu'on relit de passages de temps en temps, enfin, sauf pour de la poésie, ou c'est un autre mode de lecture, mais les romans, une fois que je les ai lus, j'ai beaucoup de mal à recommencer de A à Z. Là, je l'ai relu pour l'émission. Mais si, il m'arrive de reprendre des passages quand, mais un peu par hasard, je sais pas, il traîne là et j'ai envie de refaire une ou deux pages pour être bien sûr que je l'ai. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a des livres qu'on a aimés et qu'on n'arrive plus du tout à aimer après. Et du coup, le fait d'avoir Martin Eden pas très loin, ça me permet de temps en temps de me dire est-ce que je me suis complètement trompé, c'était un livre de merde. On a un peu peur de brûler les idoles. Voilà, exactement. Mais pour l'instant, je n'ai pas été déçu. Alors que le Comte de Monte Cristo, j'essaie de le relire, c'est plus compliqué. Tu parlais de la différence qu'il y avait entre l'auteur et son personnage principal, que lui-même avait clamé que c'était une critique de l'individualisme nietzschéen, etc. Du coup, est-ce que tu te sens plutôt, quand tu y penses, dans une identification vis-à-vis de l'auteur ou vis-à-vis du personnage principal? Parce que maintenant, j'imagine qu'on est toujours amené à connaître un peu la vie de l'auteur, et c'est vrai que la vie de l'auteur en elle-même, elle est passionnante. Et d'ailleurs, j'ai été faire des petites recherches parce que je fais bien mon travail. Jack London, il a été à l'université de Berkeley pendant 6 mois, mais il n'a pas pu continuer parce que ça coûtait trop cher. Il n'y avait pas d'argent. Ouais, voilà. Okay. Donc je pensais que c'était que parce qu'il n'avait pas de... je pensais que l'argent n'était pas que la seule motivation, mais aussi qu'il voulait vraiment pas avoir ce savoir-là. J'imagine qu'il a construit ça derrière. Il a dû faire un compromis. Non, mais je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. C'est de se dire, de toute façon, on ne veut pas de moi, donc... Voilà, mais le côté brillant, il était parti pour suivre le cursus. Ok. Classique, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, la question, c'est est-ce que je m'identifierais plus à l'auteur ou au personnage? Et est-ce que ça a évolué du coup avec le temps? Ouais. Je pense qu'au début, c'était vraiment le personnage, parce que l'auteur, Jack London, je connaissais 2-3 trucs parce que des livres plus ou moins pour enfants, enfin d'exploration, voilà. Dans l'univers adolescent, ça, je connaissais, mais pas plus que ça. Et donc ouais, c'était vraiment le personnage Martin Eden pour ce qu'il incarne, pour ce courage-là, voilà, toutes ces valeurs-là. Et en même temps, je pense que je comprenais pas bien la fin, justement, enfin le fait qu'il se brûle comme ça un peu, que tout brûle dans ce livre-là. Et en fait, je pense qu'en voyant la vie de Jack London, il y a vraiment en fait, Martin Eden est une vie possible de Jack London. Si Jack London avait décidé
d'adhérer à certaines idées. Mais d'un autre côté, il y a des choses beaucoup plus romanesques dans la vie de Martin Eden que dans celle de Jack London. Même sur son rapport, cette histoire amoureuse qui est quand même le centre du livre, et qui, quand on regarde la vie de Jack London, il s'est quand même marié, son premier mariage en tout cas, il s'est marié avec quelqu'un qu'il aimait bien, une femme qu'il a dit qu'il aimait pas, mais il lui a dit qu'il n'y avait aucun amour pour elle, mais un peu mariage de convenance. Donc il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose de plus fort et de plus. Forcément, c'est un roman, c'est concentré, c'est pas une vie. Mais en tout cas, Martin Eden est plus poussé, plus approfondi, vu que c'est une vie écrite qu'une vie vécue. Oui, puis qu'elle est, elle est complètement maîtrisée de bout en bout. Elle a un seul sens, un sens directeur. Mais après, je dirais pas que c'est une vie que j'ai envie d'avoir non plus. C'est pas c'est pas une inspiration au sens de je veux faire ça, je veux être comme lui. Plutôt une inspiration au sens de il y a cette possibilité de. C'est une vie qui existe et qui pourrait être attirante, mais voilà. Et les autres personnages qui sont dans le, parce que du coup c'est Martin Eden, c'est un roman qui porte le nom de son personnage principal, donc évidemment il y a une focalisation qui est autour de lui. Quelles impressions ou quels effets t'ont fait les personnages qui l'entourent? Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué, le personnage de Ruth ou Alors effectivement, ils sont assez assez discrets, les personnages autour. Mais alors Ruth, pas tant que ça. C'est intéressant parce que effectivement, elle essaye de sortir un peu de son milieu de temps en temps pour se rapprocher de Martin Eden. Elle va le chercher un peu jusqu'au bout, essayer de le comprendre alors qu'elle ne peut pas le comprendre. Mais je trouve que c'est un personnage quand même assez simple. On aurait envie de lui rajouter quelques complexités. Mais autour de Martin Eden, il y a un personnage qui s'appelle Brice Eden, qui est vraiment le caractère le personnage, désolé pour l'anglicisme, qui est le vieux qui vient un peu lui expliquer la vie, et qui est très cynique et qui lui explique que forcément il n'y arrivera jamais avec une petite bourgeoise, et qui passe son temps un peu à insulter Ruth Morse en expliquant que Martin se fourvoie complètement et qu'il va gâcher son talent à faire ça. Donc c'est un peu un personnage de contraste qui est là pour donner un peu une vision que pourrait avoir le lecteur, de se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce Martin, c'est pas bien. Et non, il y a une autre histoire d'amour en fait qui se lie avec Lizzie, qui est plus une fille du milieu justement en fait chaque personnage incarne un peu un milieu. C'est ça que c'est peut-être la limite de ce livre, c'est qu'il y a chaque personnage veut dire quelque chose d'un personnage de la société. Là-dessus c'est peut-être un peu trop on sent trop la volonté un peu politique de London de représenter chacun une classe sociale, quoi. Un peu trop scolaire, peut-être un peu trop, ouais, pas assez vivant. Ça manque peut-être de vie là-dessus dans les personnages, mais en même temps Martin Eden est un personnage tellement vivant qui bouffe un peu tout, donc c'est normal que ça soit tout autour de lui et on blâmera pas London pour ça. On va peut-être passer à l'extrait en particulier. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu avant de nous en faire la lecture? Avant de le lire. Alors ouais, donc ça se situe à peu près au début. Martin a eu un dîner dans la famille de Ruth parce qu'il a été, en fait, il a sauvé le frère de Ruth, Arthur, d'une cruelle bastonnade dans la rue. Il l'a aidé. Et donc pour le remercier, Arthur l'invite à dîner, et donc là Martin rencontre la famille, et c'est très drôle parce que c'est aussi un passage que je voulais prendre, mais bon, on peut pas prendre tous les passages, mais le moment où il découvre la famille, il attend un peu dans le salon, et là il découvre un recueil de poésie. Il lit le recueil de poésie en attendant, et il trouve ça magnifique. Donc littérature, amour pour la littérature, il découvre d'un coup, une sorte de coup de foudre, et il se retourne et il y a Ruth qui vient de rentrer dans le salon, et donc double coup de foudre, et on sait jamais trop si c'est d'abord la littérature puis Ruth, ou si c'est Ruth qui l'amène à la littérature. Et donc là on arrive à un moment où il est sorti un peu sonné, un peu groggy de ce dîner, où il lui a semblé rien comprendre à ce qui se passait. Ça parlait de trigonométrie, ça parlait de pensée politique, d'un tas de choses, et lui il était complètement analphabète, et il racontait ses histoires de cassage de gueule et de marins, voilà. Et il décide d'aller dans une bibliothèque pour chercher des livres pour lire, pour être un sachant en quelque sorte. Il avait hésité entre la bibliothèque populaire de Berkeley et celle d'Auckland. Il se décida pour cette dernière parce que Ruth habitait Auckland. Qui sait ? Une bibliothèque était bien un endroit pour elle et il pouvait l'y rencontrer. Comme il ignorait la façon de s'y prendre, il erra parmi d'innombrables rayons de romans jusqu'au moment où la gentille fille à l'air français, qui semblait être la préposée du lieu,
lui dit que le service des renseignements était en haut. Il n'était pas assez fixé pour s'adresser à l'homme au pupitre et s'élança dans la salle réservée à la philosophie. Il avait entendu parler de philosophie, mais ne s'était pas figuré qu'on ait pu écrire tant d'ouvrages sur ce sujet. Les hauts rayons ployant sous de lourds volumes l'humilièrent et le stimulèrent en même temps. Quelle bonne besogne pour son cerveau vigoureux. Il tomba sur des livres de trigonométrie dans la section des mathématiques, les feuilleta et contempla médusés des formules et des figures incompréhensibles. Certes, il comprenait l'anglais, mais cet anglais-là lui sembla de l'hébreu. Norman et Arthur savaient cette langue, ils l'avaient parlé devant lui, et c'étaient les frères de Ruth. Il quitta la salle de philosophie désespéré. De tous les côtés, les livres semblaient se rapprocher de lui pour le narguer, l'écraser. Jamais il ne s'était imaginé que la science humaine pût constituer une masse aussi imposante de livres, et cela l'effrayait. Comment son cerveau pourrait-il emmagasiner tout cela? Puis il se souvint que d'autres, beaucoup d'autres l'avaient fait, et tout bas, ardemment, il se jura de faire rendre à son cerveau ce que d'autres avaient su faire rendre au leur. Il erra, de nouveau, tantôt déprimé, tantôt espérant, à la vue des rayons bourrés de science. Dans une section de divers, il tomba sur un épitomé de Néri et le parcourut avec déférence. Cette langue, il la comprenait enfin. Comme lui, cet homme parlait de la mer. Puis il trouva un Bowditch et des livres de Leakey et de Marshall. Voilà, il allait apprendre la navigation, il allait cesser de boire, travailler et devenir capitaine. Ruth, à ce moment-là, parut très près de lui. Une fois capitaine, il pourrait l'épouser si elle voulait de lui. Et si elle ne voulait pas, eh bien, il vivrait une vie meilleure parmi les hommes, à cause d'elle, et n'en cesserait pas moins de boire. Puis il se souvint des assureurs et des armateurs, maîtres obligés du capitaine, qui pourraient le brimer et dont les intérêts étaient diamétralement opposés aux siens. Il lança un regard à travers la salle et baissa les yeux devant les 10 000 volumes. Non, plus de mer pour lui. Il y avait d'infinies richesses dans tous ces livres et s'il parvenait à en tirer de grandes choses, c'est sur terre qu'il les accomplirait. D'ailleurs, un capitaine ne peut emmener sa femme avec lui. Midi vint, puis l'après-midi, il oublia de manger et continua à chercher des livres sur les bonnes manières. Car en plus du choix d'une carrière, son esprit était tourmenté par un problème plus immédiat. Quand une jeune fille vous demande de venir la voir, quand pouvez-vous y aller? Mais quand il tomba sur le rayon en question, il chercha en vain une réponse. Les 1001 subtilités du savoir-vivre l'ahurirent, et il se perdit dans le labyrinthe des cavariers où l'on échange des cartes de visite entre des gens de bonne société. Il abandonna la partie sans avoir trouvé ce qu'il cherchait, mais en découvrant qu'un homme n'a pas assez de toute sa vie pour être poli, et que lui, personnellement, devrait vivre une existence préparatoire pour apprendre à le devenir. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» lui demanda l'homme au pupitre quand il sortit. « Oui, monsieur, dit-il. Vous avez une excellente bibliothèque. » L'homme fit un signe d'assentiment. « Nous serons heureux de vous revoir souvent. Vous êtes marin ?»« Oui, monsieur, je suis marin, répondit Martin. Je reviendrai. »« Comment a-t-il vu ça ?» se demanda-t-il en descendant l'escalier. Et dans la rue, pendant quelques minutes, il s'efforça à une démarche raide et gauche, mais bientôt, perdu dans ses pensées, il reprit le gracieux balancement qui lui était habituel. Il me semble qu'il y a concentré là-dedans tout le projet de Martin Eden, qui est d'atteindre Ruth et en même temps d'atteindre une éducation, de rentrer dans un milieu, de pouvoir se conformer à ce milieu-là en apprenant les bonnes manières. Il y a aussi toute l'immensité de la bibliothèque, enfin, qu'on imagine, et qui est, je pense, un plaisir un petit plaisir de lecteur, mais quand on se retrouve devant une bibliothèque gigantesque et qu'on se dit qu'il y a tant de choses, et je pense que ce que je trouve fascinant, c'est l'alternance de tantôt déprimé, tantôt espérant. C'est-à-dire, en fait, je trouve que c'est un peu le dilemme du lecteur, d'être toujours devant une masse énorme de livres, d'avoir cette tentation de vouloir tout lire, et on sait qu'on ne pourra jamais tout lire. Même si la chair est triste, hélas, c'est que j'ai lu tous les livres. Mais non, on ne pourra jamais tout lire, mais on espère y trouver des choses. Et en fait, je pense que aussi ce qu'on voit là-dedans, c'est que Martin peut-être accorde beaucoup trop de choses. J'ai l'impression qu'il va tout trouver dans le livre, et que même l'amour de Ruth pourra se trouver grâce au livre. Et le livre devient une sorte d'objet sacré qui permettrait d'avoir tout ça. On voit aussi la gaucherie de Martin, tout le monde remarque que c'est un marin, on lui dit. Et il y a ce côté très enfantin aussi, très émerveillé, très étonné. Et moi, c'est ce que j'adore chez Martin Eden, il prend la décision, alors qu'il n'a jamais lu avant, il n'a jamais écrit, de devenir un écrivain. Et je pense que c'est ce que London a voulu montrer aussi, mais c'est ce côté où c'est plus la volonté qui va, et c'est là-dessus que c'est aussi très nietzschéen, mais c'est la volonté qui prend le dessus, et si on veut vraiment faire quelque chose, il suffit d'y mettre tous les moyens, de s'exploser la tête en travaillant pour y arriver. Dans les chapitres précédents, à chaque fois qu'il se couche, il dit
demain Martin tu iras lire, tu iras apprendre les bonnes manières, et puis en même temps le truc de dire et tu arrêteras de te jurer à toi-même, où il cherche justement, il est dans ce rapport-là, à la fois la volonté peut tout faire et en même temps il faut arrêter de se dire des choses. Ouais, il faut passer à l'acte aussi. Il y a deux choses un peu plus hautes qui m'ont interpellé. Et qui semble un peu résumer tout cet extrait-là. Il dit d'un peu plus haut: la tâche qu'il s'était donnée le terrifiait, tant il se sentait handicapé par l'atavisme de sa classe. C'est vraiment ce que j'avais l'impression de retrouver dans cet extrait-là, où on voit vraiment il a beau essayer de faire le sachant, d'aller regarder des livres, de discuter, de dire vous avez une très bonne bibliothèque, etc. Il est forcément ramené à son état de marin. Oui, tout de suite par le bibliothécaire. Oui, il est étranger à ce milieu-là. C'est clair que c'est pas son écosystème. Ouais. Et sans que ce soit malveillant pour autant, en plus. Non, bien sûr, non. C'est parce que le bibliothécaire est très conciliant et essaye justement de l'aider. Et il y a cette démarche très bienveillante, du bibliothécaire qui va essayer de lui conseiller les bons livres et les bonnes choses. Mais effectivement, on sent que c'est pas son. Mais tout comme un bourgeois de la famille de Ruth sur un bateau aurait des manières. En fait, c'est cette appartenance à la classe sociale qui fait que ça définit un peu le rapport au monde qui entoure. Mais est-ce que justement la bibliothèque, elle n'échappe pas un peu à ce lieu social ? À savoir que j'ai l'impression que le pendant du bateau pour les bourgeois, ce serait plutôt la table. Ouais. Où là, il était vraiment perdu, il n'avait aucune habitude, etc. Là, au contraire, j'ai l'impression qu'il est plutôt dans un monde de bienveillance. Et qu'en plus, presque au premier abord, alors certes, au début, il y va en se disant tu vas aller apprendre les bonnes manières là-bas, même si c'est pas du tout l'endroit dans lequel on irait. On n'imagine pas une bibliothèque être un endroit où on peut trouver ça, même si apparemment il arrive à trouver et qu'il y en a même trop. Mais il y va un peu en se disant je vais la trouver là-bas. Et alors qu'en fait déjà il la trouve pas du tout et il trouve des livres à la place. Finalement j'ai l'impression que la bibliothèque elle est un peu comme cette espèce de non-lieu, et en même temps pour toutes les trajectoires un peu de transfuge de classe, où il y a un peu le livre c'est l'objet transitionnel en fait par excellence d'une classe à l'autre, et qui n'appartient pas forcément. Alors certes peut-être la philosophie on pourrait dire qu'il y a une dimension plus éduquée, bourgeoise, etc., mais que le livre en lui-même échappe un peu à cette récupération, et d'ailleurs il lit déjà avant. Alors il lit avant, mais en fait c'est marrant, mais en parlant comme ça je me rends compte que en fait Ruth lui apparaît dans un monde de livres. Elle fait des études de littérature anglaise. Elle lui parle de poésie dès la première rencontre. Elle est le livre en fait. Enfin, c'est un peu on pourrait faire un parallèle. C'est un peu la Béatrice de Dante qui le conduit dans le monde du savoir, qui le fait grimper petit à petit dans les échelons du savoir. C'est un peu son guide. C'est elle qui suit. Et donc, effectivement, il a lu avant, mais je pense qu'après c'est notre époque. C'est le XXe siècle. C'est le début du 20e, fin 19e, on est à une époque où le livre est pas. Enfin, je pense pas que ce soit aussi accessible en fait. En fait, dans la famille de Martin, il vit avec sa sœur et son beau-frère qui s'entend pas très bien, et eux ne comprennent pas du tout son choix d'écrire, par exemple, de lire des livres, et c'est un peu considéré comme une perte de temps puisque ça rapporte pas d'argent en fait directement. Et d'ailleurs, dans ce rapport-là au livre, toujours un peu plus tôt, il y a un extrait qui fait écho à ça, où il dit il ne l'avait jamais interrogé, à savoir la vie, excepté dans les livres, mais ces livres étaient pour lui des contes de fées parlant d'un monde impossible et magnifique. À présent qu'il avait vu ce monde possible et réel, dont cette femme fleur, Ruth, était le centre, tout le reste n'était qu'amertume, désir douloureux et désespoir exaspéré par l'espoir même. En fait, Ruth, elle a transformé son rapport à la littérature dans le sens où lui a montré que ce qu'il considérait comme des contes de fées dans les livres, en fait, était possible, c'était sa vie. Et dès lors, l'échappatoire qui était possible pour lui dans les livres, en fait, ne devenait possible qu'à travers Ruth. Oui, Ruth devient l'intermédiaire obligatoire pour accéder à ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'il la voit, il a une description, il dit je pensais pas qu'il y avait des femmes comme ça qui pouvaient exister dans la réalité, que je pensais que c'était que des femmes de romans, et que, aussi belles, aussi bien élevées, etc., bien éduquées. Donc, d'une certaine manière, oui, elle lui fait accéder à une possibilité de vivre comme dans un roman, en fait, de vivre un roman, mais avec cette tristesse qui fait que ça le détache complètement de son milieu. Et d'ailleurs il fait des reproches à un moment à sa famille quand il passe de dîner chez les Morse, donc la famille de Ruth, à sa propre famille, à lui avec sa sœur. Il se rend bien compte que dans les manières de manger, dans les choses,
il les prend pour du vulgaire de l'animal, et il va essayer petit à petit. Enfin, en fait, Martin Eden, c'est aussi l'histoire du civilisé, c'est celui qui essaye de devenir, de se conformer à toutes les règles de la société. C'est en ça que je parlais un peu de syndrome d'Adam et Ève, dans le sens où, pour lui, la conscience de soi entraîne forcément la honte de soi. Ouais, directement. Mais c'est le premier. Oui, il y a une sorte de rejet qu'il peut avoir et en fait se dire qu'il veut pas vivre comme un animal et je trouve que c'est assez fort là-dessus parce que c'est à la fois Ruth et c'est à la fois la littérature. C'est aussi ça qui te permet d'avoir l'envie de changer de milieu. Et ça, là-dessus, c'est pas critique de la part de London, parce que je pense qu'il y a une possibilité de changer de milieu sans avoir ce déracinement complet qui est celui de Martin Eden. Mais la littérature t'emmène te confronte à quelque chose d'autre. Qui est drôle parce que Martin Eden est quelqu'un qui a voyagé beaucoup, qui est un marin. Or, il est censé s'être confronté à plein de cultures différentes, plein d'autres choses. Et c'est la petite Ruth qui vit chez elle, chez ses parents, avec ses livres, qui va lui expliquer un peu la vie. Donc on a ce parallèle-là du grand voyageur qui est en fait juste dans l'image bourgeoise, qui est en fait juste une brute épaisse, et que la jeune fille qui a lu ses livres et qui sait tout va lui faire une petite leçon de morale. On pourrait faire ce parallèle-là avec... même aujourd'hui, ça peut se voir dans des universitaires qui ont l'impression de tout savoir et qui vont faire des leçons à des gens qui ont une vie, en fait, mais qui ont une vie brute, qui n'est pas une vie consciente, qui n'est pas une vie... Voilà. J'ai remarqué effectivement, en me focalisant sur les verbes, simplement, que le rapport de Martin à ce monde-là, à la bibliothèque, il est empêché. On sent qu'il est dans une espèce de tourbillon, puisqu'on a il erra, il s'élança, il quitta, où il y a à la fois donc cette espèce de gamin un peu perdu et en même temps soudainement une détermination, il y va, et puis en fait il se retrouve à quitter la pièce, il se retrouve plusieurs fois aéré, donc comme tu le disais, tantôt déprimé, tantôt espérant, avec ce truc là un peu sans transition, quoi. C'est l'un ou l'autre, et puis c'est toujours là-dedans, et mais on voit quand même qu'il y a une possibilité, puisque très souvent il tombe sur des livres, mais à un moment il cherche quelque chose et il le trouve. Et il trouve un livre. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de petite ouverture, de dire, dans cet endroit-là, il a réussi à accomplir quelque chose. Il y a ce petit moment où, avec la navigation, il semble retrouver quelque chose, et en fait, non. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce livre-là, qui est en fait un traité de navigation, le simple fait qu'il pense immédiatement à Ruth, ça l'amène vers la rêverie. Donc Ruth, elle condense vraiment toute cette rêverie-là, quoi. Et surtout, c'est un livre qui l'amène à penser comment trouver une situation. Et c'est ça qui est, je pense, le plus troublant encore, c'est que en fait, Martin veut trouver une situation pour pouvoir être en position de demander la main de Ruth. Et donc, en fait, on se demande si le simple fait de lire, même la littérature, n'est pas juste un moyen pour lui. Plus mais c'est toute l'ambiguïté, mais est-ce que c'est pas un moyen juste d'avoir une place sociale? Est-ce qu'il aime vraiment la littérature? Est-ce que ça l'intéresse, la littérature pure telle qu'elle est? Et c'est ça qui va être beau, c'est que je pense que dans le livre, c'est finalement l'amour de la littérature qui va prendre le dessus, même si au début il s'en sert pour avoir cette situation-là, pour s'installer dans une société qui n'est pas la sienne, essayer de la comprendre, essayer d'être comme eux. Dans le film Martin Eden, il y a ce passage de j'ai envie de parler comme vous, d'être comme vous, de faire comme vous. Ho deciso che voglio essere come voi, parlare come voi, pensare come voi. Et en fait, le plaisir de ce que c'est que d'écrire, de lire, de la création va prendre le dessus. Oui, d'ailleurs, là, on voit qu'à ce moment-là où l'objectif, c'est vraiment d'être le mari de Ruth, il y a ce truc-là où en fait, même la rêverie, elle lui est empêchée parce qu'il se voit capitaine, et plutôt que de se voir sur les mers, etc., il se voit avec sa femme à côté, et puis immédiatement ce qui vient congédier ça, c'est de dire « Ah oui, mais il y a un armateur et il y a un autre personnage qui va m'empêcher d'être le seul à décider. » Et donc ça vaut plus la peine. Donc il y a vraiment ce truc-là il s'agit même plus de voyager, il s'agit d'être le seul maître à bord avec sa femme. Et donc il y a vraiment ce truc-là en fait d'être maître de soi finalement. Et je pense que c'est pour ça qu'il choisit aussi le métier d'écrivain, parce qu'il est tout seul, qu'il ne peut compter que sur lui-même. Et c'est là aussi où il y a l'ambiguïté de l'écrivain, qui est aussi ce côté très individualiste, de vouloir s'enfermer et de penser pouvoir faire et créer tout seul dans son coin. Et ce qui est, je pense, la duplicité de l'écrivain, parce que, et c'est ça c'est tout ce qu'il va écrire seul, en fait, c'est tout ce qu'il aura vécu avant. Donc ce besoin on retrouve chez London cette question-là, mais c'est le besoin d'expérience. Est-ce qu'on peut vraiment écrire? Et il critique
les amis de Ruth qui sont très cultivés, mais qui en fait n'ont rien vécu, voilà. Donc ça pose cette question-là aussi. Et le fait qu'ils rêvent comme ça dans la bibliothèque de tout ça, c'est en fait comment vivre pour pouvoir l'écrire après. Qu'est-ce que je peux, voilà. Un autre passage qui m'a amusé, dans le sens où on voit un procédé assez simple pour montrer l'évolution d'un personnage. Là, on est au tout début on est à la fin du 5e chapitre, donc on est au tout début de l'œuvre encore, où il y a cette petite phrase, il oublia de manger et continuait à chercher des livres, où là, on voit pour le marin Martin Eden, qui a l'habitude de bien manger, etc. Là, on voit que avec cette petite phrase-là, c'est l'intellectuel qui prend le pas sur le physique. Le fait d'oublier de manger parce qu'on cherche des livres, alors ça peut paraître très simple, mais en fait c'est un procédé assez efficace pour montrer qu'il y a une petite transition qui s'opère chez le personnage qui bascule dans un autre monde. Ouais, bien sûr. Ouais, et d'ailleurs il va mettre toute sa force physique dedans, dans ce basculement-là. Ouais. Et tout ce passage-là, il est intéressant parce que c'est à la fois, il montre à la fois une évolution plus globale et des tensions qui seront à l'œuvre pendant toute l'œuvre, mais en même temps une progression pour le moment même. Donc à savoir, là, il est venu à la bibliothèque parce qu'il avait un truc très simple, c'était apprendre les bonnes manières pour répondre à l'invitation de Ruth qui lui avait dit de revenir. Donc il y a ce truc où vraiment il vient pour... il est un peu à courte vue, quoi. Ouais. Il voit pas du tout au-delà, il a même un vertige dès qu'il va côtoyer des trucs un peu plus impressionnants. Et donc finalement le livre, il est d'abord là pour résoudre un problème qui est superficiel, qui est un problème superficiel de classe. Je n'ai pas les bonnes manières, je vais accéder aux meilleures manières. Et en fait, il abandonne donc la partie, il quitte la bibliothèque sans avoir trouvé ce qu'il cherchait, mais il vient dire l'inverse au bibliothécaire. Et moi, cette réponse-là, elle m'interpelle parce que est-ce que c'est pour ne pas perdre la face, de dire ah oui, vous avez une très belle bibliothèque, voilà. Et de ce point de vue-là, le bibliothécaire n'est pas vraiment dupe parce qu'il voit très bien son jeu. Ouais. Mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir aussi peut-être plus une vue de l'auteur ou une ambiguïté qui serait intéressante à exploiter? Une idée de dire que finalement c'est peut-être là que Martin Eden a trouvé quelque chose, plus que l'amour de Ruth, quelque chose qui va lui permettre de dépasser sa condition. De dire, j'ai trouvé ce que je cherchais, dans le sens où j'ai trouvé une bibliothèque. Ouais, je pense que oui, il y a de ça. J'ai trouvé une bibliothèque, j'ai trouvé un vertige, quelque chose que je pensais pas qu'il y avait autant de livres qui existaient sur ces sujets-là. Il y a aussi de la naïveté, je pense, quand il dit vous avez une belle bibliothèque, parce qu'il sait pas vraiment ce que c'est qu'une bibliothèque et que là il voit plein de livres, il est un peu, impressionné comme comme on peut imaginer le paysan devant un bel édifice, vraiment la naïveté pure. Et il y a aussi effectivement le fait de ne pas perdre la face, qui d'ailleurs lui est, dans cette question de comment il sait que je suis un marin, il veut paraître, c'est vraiment de l'apparence. Il y a tout ce combat de l'apparence dans le livre et qu'on retrouve dans sa démarche. Tout au long du livre, où il essaye d'incarner physiquement dans sa démarche l'homme qui se civilise, qui se tient droit, qui a des bonnes manières. Et c'est drôle que d'ailleurs la première section qu'il trouve vraiment, c'est celle des bonnes manières, parce que c'est plus que de connaître la poésie, plus que de connaître la littérature, la politique, parce que après, tout au long du livre, il va s'intéresser de plus en plus aux écrits politiques. Or, Ruth et sa famille ne sont pas comme sont très bourgeois conservateurs, n'ont pas d'intérêt à lire les écrits révolutionnaires que lit Martin, ce qui va faire provoquer beaucoup d'émotions dans la famille, et secouer un peu toute la famille et choquer. Et donc Martin, ici, on voit bien qu'il essaye vraiment de coller à la classe à laquelle il veut ressembler, en allant voir ça. Et effectivement, est-ce qu'il a vraiment trouvé quelque chose en y allant là? Il a trouvé quelque chose, je pense, pour plaire à Ruth, mais en même temps, c'est même pas dans les livres, c'est plus tard qu'il va essayer de demander au bibliothécaire, après plusieurs échanges, après plusieurs retours, il va lui demander comment on fait pour appeler, pour joindre une jeune fille qui nous a dit qu'on pouvait venir la voir. Voilà ce qui va à peu près clore ce passage sur l'extrait. Petite question pour passer à autre chose. C'est un livre qui a été traduit, donc qui a été originellement en anglais. Est-ce que ça se ressent dans certains traits dans le style, par exemple, c'est là où on peut le plus sentir s'il y a des marques de traduction? Est-ce qu'on y perd quelque chose? Est-ce que tu as déjà été voir la version anglaise? Alors, j'ai jamais lu la version anglaise. J'ai jamais lu de London en anglais. Donc, j'ai pas Et c'est vrai que c'était une question que je m'étais pas posée du tout au collège quand je l'ai lu, parce que
parce que vraiment, on me donnait le livre, il était comme ça, j'avais pas l'impression qu'il aurait pu être écrit autrement. Plutôt, est-ce qu'il y a quand même un style, une efficacité du style qui t'aurait marqué malgré la traduction, bien sûr. qui transparaît un peu comme on peut l'avoir, les traductions par exemple de Zweig sont très efficaces aussi parce que le style originel est très... Il y a un style London qui est un style qui est un peu créé aussi, mais celui de l'écrivain journaliste, reporter, l'écrivain de terrain. Il y a un truc de vraiment un souffle rapide, des phrases, comme on l'a vu tout à l'heure, je sais pas si ma lecture a permis ça, mais ça a beaucoup de verbes en fait, il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses. Je pense que c'est grâce au style que j'ai pu autant comprendre ce personnage-là, et je sais qu'aux États-Unis, beaucoup de gens ont été inspirés par London, tout comme par Upton Sinclair aussi, ces écrivains plutôt socialistes du début du XXe, et je sais que ça a poussé des gens à l'action. Parce que aussi, je pense qu'il y a une écriture efficace. D'ailleurs, Martin Eden a inspiré une célèbre musique de Nekfeu aussi, donc on peut en parler. C'est vrai, on aurait pu parler de... Peut-être qu'on pourrait la mettre en générique. Ouais, parce qu'on a sans doute les droits. Non, alors... est-ce que du coup, oui, très bonne question. Est-ce que la musique de Martin Eden... La musique de Nekfeu ? Enfin, Martin Eden de Nekfeu, oui, t'as... Eh ben écoute, je l'ai jamais écouté. Quel est ton rapport ? Jamais écouté, juste rapport. à chaque fois que je cherchais la bande-annonce du film Martin Eden, parce que les musiques du film sont vraiment très belles, à chaque fois que je mettais Martin Eden sur des plateformes de musique, je tombais sur Nekfeu. Et mais je suis pas un fan de Nekfeu, je connais pas bien, donc jamais écouté. Peut-être que c'est de la merde, hein, je sais pas. C'est peut-être bien aussi. Moi j'aime bien. Non mais Martin Eden, je sais pas, la musique. La musique j'aime bien aussi. Ah t'aimes bien, tu la connais toi ? Oui. Deux petites questions pour terminer. La première c'est, est-ce que tu conseillerais ce livre à quelqu'un ou est-ce que c'est plutôt un livre que tu voudrais garder pour toi Moi je suis toujours dans le partage du livre. Je déteste les gens qui gardent des livres pour eux-mêmes. Enfin je vois pas l'intérêt. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui font ça, d'ailleurs ça serait des bâtards. Non, moi je le conseille. Et est-ce que tu le conseillerais plutôt au lecteur que tu étais quand tu l'as découvert ou je pense que jeune c'est bien, adolescent c'est bien, parce que justement il y a peut-être ces petites fragilités de personnages un peu pas fort, enfin qui peuvent sembler pas très creusées pour un lecteur expérimenté. Mais je trouve que c'est un livre qui... Et surtout, c'est une histoire un peu universelle de transfuge de classe, ça donne envie de vivre en fait. C'est un livre qui donne, j'aurais presque envie de dire que c'est un livre qui donne envie de regarder au-delà de son livre en fait. De lever les yeux les yeux de son livre en quelque sorte. Ouais. Dernière question donc pour clôturer cette émission. Est-ce que tu as un mot pour qualifier ton rapport à cette œuvre ? Un mot pour qualifier mon rapport, je sais pas, c'est une forme de repère, je dirais. Martin Eden permet de, quand on se questionne un peu sur savoir s'il faut continuer certaines choses ou pas, Martin Eden repère. Savoir si on a une vie de merde ou pas, Martin Eden repère. Savoir Martin Eden repère. Et puis Martin Eden repère. Le repère donc. Ouais. Eh bien merci beaucoup pour. Et puis comme ça, si tu le perds, tu le repères après. Voilà, c'est pas mal. Et merci à toi. Merci d'être venu pour cette émission sur Martin Eden. Et Ruth Morse, qu'il ne faut pas oublier, même si elle n'a pas donné son titre, son nom, c'est vrai, même si elle n'est pas éponyme. On pourrait faire un autre livre éponyme du même nom. C'est un héros éponyme. Ouais. Eh bien, merci beaucoup et puis bonne journée. Merci et n'hésitez pas à lever les yeux de votre livre.